et je vais convoquer la deuxième table ronde qui concerne l'expérimentation des couverts végétaux et la production de références donc pour l'agriculture biologique. Et je vais appeler à la fois Marion Bail, Alain Leca, Laure Gontier et Régis Elias pour cette deuxième table ronde. Et c'est toi qui commences. Merci. Prends le micro surtout. Oui. Ça marche. Merci et bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Marion Bail, je suis ingénieure d'études à l'Institut Agro Montpellier. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter 2 projets d'expérimentation qui ont été conduits par mon équipe, par mon UMR. Donc, je représente en fait Léo Garcia et Aurélie Meutet qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui. Donc, je m'excuse d'avance pour les potentielles questions qu'il y aura à la fin, parce que je vais faire au mieux, mais c'est pas des projets que moi je gère. Donc, voilà, faudra être un petit peu indulgent. Alors, je vais commencer par les services attendus par les couverts végétaux, qui en fait ont déjà été majoritairement abordés. Ils peuvent avoir un effet engrais vert, réduction du ruissellement, réduction des adventices, production de fourrage, piège à nitrate, bref, tout un tas d'avantages qui sont très intéressants, et c'est en fait ce dont on attend d'un couvert végétal. Mais pour que ce soit intéressant, il faut aussi limiter la concurrence pour les ressources. Donc moi, je travaille avec mes collègues sur la culture de la vigne. Donc en viticulture, il faut adapter sa stratégie d'enherbement pour pas que les couverts végétaux aient un impact négatif sur notre culture principale. Donc pour ce faire, il faut trouver un compromis. C'est-à-dire gérer la gestion dans le temps du couvert. Donc c'est pareil, c'est des aspects qui ont déjà été abordés précédemment. Donc on parle de date de semis, date de destruction du couvert. On a aussi un aspect gestion de l'espace de ce couvert. Donc où est-ce qu'on sème? La nature du couvert, qu'est-ce qu'on sème? Et le mode de destruction, comment est-ce qu'on le détruit? Donc aujourd'hui, les 2 projets que je vais vous présenter, ils abordent principalement les notions de temps, donc date de semis, date de destruction, et le mode de destruction. Donc je vais commencer par le premier projet qui s'appelle le projet Resamoviti, donc qui a été mis en place entre 2020 et 2024, donc on a plusieurs années de recul. Et donc là, l'idée, c'est de savoir quelle est la meilleure manière de mettre en place le couvert végétal, donc quelle est la date de semis idéale. Pour ce faire, en fait, le projet, ça a été un réseau de parcelles chez 7 agriculteurs. Donc, vous voyez, c'est en fait sur tout le pourtour méditerranéen. On part du domaine du Chapitre, qui est en fait à proximité de Montpellier, jusque plus au sud-ouest, limite proximité des Pyrénées. Donc, comme je l'ai dit, c'est un réseau de 7 agriculteurs. Le projet, il visait également à travailler sur les notions d'amendement en association avec les couverts semés. Donc, je ne vais pas aborder ce côté-là aujourd'hui. Et donc, chez chaque agriculteur, il a été mis en place un témoin travaillé avec amendement, un témoin travaillé sans amendement, un couvert semé avec amendement et un couvert semé sans amendement. Donc, l'objectif, c'était avec les pratiques des agriculteurs, d'observer ce qu'ils ont fait, à quelle date de semis, à quelle date a été fait le semis, et de voir ensuite qu'est-ce qu'il en est ressorti. Donc chez tous les agriculteurs, le mélange a été le même, de la févrole, de l'avoine byzantine, l'avoine rude, la veste, etc. Donc sans plus tarder, je passe aux premiers résultats qui sont assez intéressants. Donc pour avoir tous les bénéfices qu'on a cités précédemment, un des points très importants, c'est d'avoir une quantité de biomasse qui est assez... Plus la quantité de biomasse est importante, plus les services qui seront rendus sont intéressants. Donc ici, ce qu'on a, on a la quantité de biomasse qui a été produite par le couvert végétal en fonction de la date de semis réalisée par les agriculteurs. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que, oui, dernière précision sur ce graphique, on a le 240e jour de l'année, ça correspond à peu près à fin août, et le 300e, c'est à peu près fin octobre, pour que vous puissiez vous situer là sur le graphique en termes de temps. Donc ce qu'on peut voir, c'est que
en fait, la courbe nous définit que plus on sème tôt, plus les agriculteurs ont semé tôt, plus la quantité de biomasse produite par le couvert a été importante. Lorsque les semis ont été réalisés très tardivement, c'est-à-dire fin octobre, en fait, c'est là qu'on a la biomasse de couvert végétal la plus faible. Donc, la date qui ressort de ça, c'est en fait une date qui ressort visuellement sur le graphique. C'est à peu près vers le 1er octobre, dans ce contexte méditerranéen et dans le contexte des parcelles agricoles, même si là, on a quand même 3 années de recul. Il faut semer le plus tôt possible pour avoir, en fait, quasiment le double de biomasse produite par le couvert. Un autre point qui est intéressant, c'est non seulement la date de semis, mais aussi les conditions qui suivent le semis. Donc, ça paraît évident, mais je pense que c'est toujours bien de le préciser, surtout dans un contexte méditerranéen où la pluie, c'est un élément assez déterminant, notamment avec les notions de changement climatique. Pareil, ça a été abordé précédemment. Donc là, ce qu'on voit, c'est également la biomasse du couvert par hectare semé en fonction de la pluviométrie dans les 10 jours qui suivent le semis. Donc là aussi, on voit que plus la quantité de pluviométrie est importante dans les 10 jours qui suivent le semis, plus la quantité de biomasse produite par le couvert est importante. Donc là, voilà, j'en arrive à la fin de cette toute petite présentation parce que j'ai peu de temps sur le projet Resamoviti. Ça nous a mis en évidence en fait 2 points très importants dans le contexte des agriculteurs qui ont participé à ce projet sur ces 3 ans. Le premier point, c'est qu'il faut semer tôt. Dans l'idéal, avant le 1er octobre, sur les 3 années qui ont été suivies. Et deuxième point, il faut faire attention aux conditions météo qui suivent le semis. Là, dans les parcelles qui ont été suivies sur ces 3 années, l'idéal, c'est d'avoir plus de 10 mm de pluie dans les 10 jours qui suivent le semis. Encore une fois, dans le contexte méditerranéen, c'est des problématiques qui nous suivent au quotidien. Je vais passer au deuxième projet. Donc là, on va parler plutôt stratégie de destruction du couvert. Donc à la fois dans le temps, quand est-ce qu'on détruit, et à la fois le mode de destruction, comment est-ce qu'on détruit. Donc là, c'est le projet Estagnol, qui a été suivi par mon collègue Léo Garcia, sur 3 ans, pareil, entre 2021 et 2022. Donc là, c'est un mode d'expérimentation différent. On se situe au domaine du Chapitre, donc c'est une exploitation agricole à proximité de Montpellier. On a une parcelle d'études qui a été fournie par le domaine. Et là, l'objectif, c'est de comparer 2 dates de destruction en association avec 3 outils de destruction. Donc pour chaque outil de destruction, on a travail du sol, girobroyeur, le rouleau FACA. Ces 3 outils ont été testés à 2 dates de destruction, au débourrement et de manière un peu plus précoce. Sur toute la parcelle, on a le même mélange qui a été semé, une association de févrole, avoine orge, moutarde, pois, fourragers. Alors, ce qu'il en ressort, donc en fait, toutes les figures sont construites de la même manière. On a les 3 années, donc 2020, 21, 22. Et au sein de chaque année, on a les 2 dates de destruction, le mode plutôt précoce et la date débourrement. Et dans chaque date de destruction, on a les 3 modalités de destruction qui rentrent là, le girobroyeur, le rouleau FACA et la modalité de travail du sol. La première observation assez générale, c'est qu'en fait, si on compare de manière générale chaque année au global, on voit qu'en fait, une chose que j'ai pas dite, sur ce graphique, on s'intéresse au stock d'eau dans le sol. Donc là, en fait, dans les 3 résultats que je vais vous présenter sur ce projet-là, l'idée, c'est surtout de s'intéresser à l'effet des couverts végétaux sur les conditions du milieu et donc sur la culture principale, donc la vigne. Donc on va commencer par le stock d'eau dans le sol et l'effet qu'a la date de destruction et le mode de destruction sur ce stock d'eau, qui a été mesuré courant juin. Donc ici, au cours des 3 années, on voit que de manière globale, en fait, il y a un effet année qui est non négligeable. Donc ça, bien sûr, c'est variable en fonction des conditions de pluviométrie, ensoleillement de l'année. Deuxième point intéressant, c'est que en fait, l'outil de destruction a un effet plus important que la date de destruction. Je m'explique. Donc si on prend... En fait, j'aimerais bien me montrer, ce serait beaucoup plus simple. Oui, voilà.
Donc en fait, pour une même date, pour un même outil de destruction, donc si on prend par exemple le travail du sol à une date différente, précoce et ensuite débourrement, on voit qu'en fait il n'y a pas de différence significative et ça se répète pour chaque année. Le travail du sol entre date précoce de destruction et débourrement, pas de différence significative et pareil en 2022. En fait, c'est quelque chose qu'on observe pour tous les modes de destruction. Donc pour tous les modes de destruction, on n'a pas de réelle différence sur le stock d'eau dans le sol à chaque date de destruction différente. Donc ça, en fait, une des voies d'explication de ça, c'est que les dates de destruction entre précoce et débourrement n'ont pas été assez différentes pour montrer un réel effet du côté de date de destruction. Donc on le reverra dans les prochains résultats aussi, mais ce qui serait intéressant, c'est en fait d'augmenter cette différence pour marquer une réelle rupture vis-à-vis de la date de destruction. Par contre, l'outil de destruction a son importance. Donc là, en fait, si on compare à une même date de destruction, donc je vais prendre celle-ci puisqu'elle est plus proche de moi, en 2021, pour le débourrement, et ben en fait, ce qu'on observe, c'est que le stock d'eau pour le travail du sol est significativement plus important que le stock d'eau observé lorsqu'on détruit avec un rouleau FACA. Et en fait, c'est la même observation qu'on fait chaque année, peu importe la date de destruction. Le gyrobroyeur, par contre, lui, se trouve un peu entre les deux situations. Donc, en conclusion de cette figure, on peut dire que le travail du sol permet toujours d'avoir un stock d'eau plus important courant juin que les autres modalités, surtout que le rouleau FACA. Et donc évidemment, l'explication de ça, c'est que le travail du sol, il permet une destruction complète du couvert. Donc le couvert ne transpire plus et permet donc de ne pas limiter le stock d'eau dans le sol. Ensuite, si on parle plutôt de la vigne, donc mes collègues ont suivi un indicateur de stress hydrique de la vigne, qui est le delta C13. Et donc en fait, le delta C13 nous permet de savoir à quel moment la vigne se trouve en situation de stress ou non. Donc là, la figure, elle se construit exactement de la même manière que précédemment. Voilà, et donc ce qu'il est important d'observer, c'est de nouveau, on voit cette variabilité annuelle. Donc entre 2020, 2021 et 2022, on n'a pas du tout la même situation hydrique et situation de stress de la vigne. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc, autre observation, qui est la même en fait que celle qu'on a faite précédemment, c'est que l'outil de destruction a un effet bien plus important que la date de destruction. Avec les mêmes observations qu'on peut faire précédemment. En fait, pareil, si je reprends la modalité travail du sol, et ben en fait, on voit que chaque année, la vigne est moins stressée lorsque le couvert a été détruit par cette voie-là. Voilà. Dernier point de présentation sur ce projet-là. Évidemment, c'est le rendement, puisque pour la vigne, c'est notre culture principale. C'est ça qui parle beaucoup aux agriculteurs, même si c'est pas les seuls points. Donc, contrairement aux figures précédentes, là, je vous invite à regarder la différence entre les 3 années, entre 2020, 2021 et 2022. Et donc, en fait, pareil, de prime abord, ce qu'on voit, c'est qu'en 2021, on n'a aucune différence significative, peu importe la date de destruction, peu importe le mode de destruction. Donc en fait, toutes nos modalités produisent à peu près le même rendement qui est exprimé ici en kilos par cep de vigne. Et en fait, plus on évolue dans les années, plus on se retrouve en fait en 2022 où les modalités de travail du sol, donc c'est la modalité T, qui se différencie des autres, où là on a un rendement qui est significativement plus important que les deux autres modalités. Voilà. Donc, en moyenne, le rendement il est supérieur dans les modalités travaillées. Le dernier point qui est très très important à signaler, c'est que même si on observe cette différence-là, toute modalité et toute date de destruction confondue, on a des rendements en fait qui sont tout à fait satisfaisants dans le contexte dans lequel on se trouve. Puisque dans le secteur, en fait, les rendements acceptables, c'est entre 40 à 60 hectolitres par hectare. Et là, sur nos modalités, on arrive à entre 50 et presque une centaine d'hectolitres par hectare, tout traitement confondu. Donc même si on a une différence qui est observée, là on parle juste en termes de rendement brut, donc même si on observe cette différence, au final, toutes les modalités sont tout à fait acceptables sur le côté rendement. Voilà, donc en fait, c'était
assez rapide, j'en suis consciente, sur des projets qui sont très vastes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le premier projet, c'est vraiment les pratiques des agriculteurs qui ont été étudiées dans un contexte méditerranéen, mais au final sur une surface qui a été assez importante, qui nous permet de dégager que la date de semis et les conditions suivant le semis sont très déterminantes pour la bonne mise en place et la production de biomasse par le couvert, et donc la réalisation de ces services. Sur le deuxième projet, là c'est un projet expérimental sur une exploitation, une parcelle expérimentale. Et donc là c'est plutôt le mode de destruction qui ressort. Évidemment, j'imagine qu'il y aurait une différence aussi sur la date de destruction si on avait accentué la différence entre ces deux dates-là. Mais voilà, c'est quelque chose qui serait peut-être à faire pour la suite. Merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup, Marion. Et donc, c'est vrai que il y a beaucoup de services et finalement, les apprentissages se font pas à pas. Et c'est bien ce qu'on voit avec l'expérimentation. Je vais appeler Alain, au micro. Alain qui va se focaliser sur un service, mais pas des moindres, on va dire, surtout en agriculture biologique. Et je vais te laisser introduire directement la thématique. Merci. Donc, remonter l'écran. Donc Alain Leca, conseiller bio à la Chambre d'agriculture de la Somme. Et donc je m'occupe principalement de grandes cultures et légumes de plein champ dans nos systèmes Hauts-de-France. Et donc je vais effectivement rentrer directement dans le vif du sujet avec une fonction particulière des multiservices des couverts végétaux. Qui en fait, moi je suis d'une ancienne génération, on parlait d'engrais verts, et donc effectivement c'est la porte d'entrée de mes références, et notamment de ce que ça apporte en termes de fertilisation, puisque ce qu'un agriculteur recherche, c'est un service ou des services, et en particulier la fertilisation que peut apporter ces couverts végétaux si on peut en profiter. Donc, je suis rentré dans un groupe de travail de longue date où on travaille justement à la production de couverts et à la restitution des couverts dans le cadre de l'ITAB avec de nombreux partenaires à l'époque. Et donc, c'est un travail au long cours ou de longue haleine qu'on a tous mené. Et donc là, ce que je vais vous présenter, c'est simplement une partie des références et les dernières que j'ai acquises, sachant que l'idée, c'était on sait produire des couverts végétaux, même si ça reste encore de plus en plus aléatoire, on en parlera un petit peu à la fin de mon intervention. On sait à peu près produire, par contre, on ne sait pas forcément restituer au bon moment. Et c'est ça tout l'enjeu, moi, aujourd'hui je travaille, c'est-à-dire produire de l'azote, du PK, méthode Merci, etc. Tout ça c'est éprouvé, sauf que après, comment ça restitue et à quel moment? Et là, c'est un peu plus difficile parce que quand on travaille avec du vivant, c'est un peu plus compliqué et ça dépend pas que de nous. Et en plus, quand on a des couverts et des engrais organiques qu'on ne maîtrise pas, c'est pas comme une gestion un peu plus rigoureuse d'un plan de fertilisation avec de l'azote où on arrive à peu près à piloter. Là, on pilote rien du tout. Et c'est là un peu le gros enjeu de cette partie. Alors bon, donc c'est des magnifiques couverts végétaux. On essaye de produire le plus possible, et pour ça, on essaye aussi de changer un petit peu les dates et les méthodes de travail. C'est-à-dire, c'est souvent après moisson. En agriculture biologique, on est souvent dans des semis sous couvert, et donc en fonction de certains systèmes, on peut aller vers des couverts en agriculture biologique de conservation ou tendre vers. Donc rapidement, c'est des essais qu'on mène depuis longtemps. Donc l'idée, c'est de semer des trèfles sous couvert dans du blé. Et puis après, c'est de laisser pousser, laisser faire la nature en espérant que l'automne soit clément pour qu'on ait un maximum d'entrée à l'hiver avec un tonnage de matière sèche assez conséquent pour apporter cet azote, donc le prisme azote, même si PK est important, mais pour l'instant dans un système bio où l'azote est un facteur limitant, on se penche principalement sur celui-ci. Et donc, on va implanter des petites graines sous couvert au mois d'avril, le 27 avril par exemple, sur cette année-là.
Et puis après, l'idée, c'était de comparer des petites graines et des grosses graines. Alors, ce qu'on appelle des petites graines, c'est les petites légumineuses, hein, tous les trèfles, et les grosses graines, c'est plutôt les légumineuses type févrole, vesse, etc., où on sème à des moments un peu plus différents. Et donc, j'ai testé 2 types de graines, donc les petites et les grosses. Et puis après, on a pesé, l'enjeu, c'est de peser, de produire de l'azote, de peser des couverts, méthode merci. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir comment ça débobine cet azote, comment ça se débobine dans le temps et pour quelle culture. Hein. Donc, on a semé ça dans du blé et l'année suivante, c'était de l'escourgeon. Et ce que vous voyez en photo là ici, c'est le témoin sans aucun couvert, sans aucun engrais. À gauche et l'escourgeon qui commence à épier parce qu'il en a un petit peu plus sous le pied, il est un peu mieux nourri et donc il en a un petit peu plus sous le pied. Donc et puis après, ça c'est bien sur 1 an, sauf que c'est un cycle court l'escourgeon et c'est pas forcément le plus adapté, notamment pour valoriser l'azote après la culture. C'est-à-dire que l'azote ça débobine sur 1 an. Là, on est sur une saison culturelle, une culture, sauf que quand on a moissonné l'escourgeon, on a potentiellement un relargage d'azote, et si on laisse faire, on peut très bien enrichir notre lica et perdre tout ça pendant l'hiver. Et donc l'idée, c'était de suivre ce débobinage d'azote sur 2 cultures pour valoriser le maximum d'azote sur 2 cultures. Donc on a fait suivre l'escourgeon d'un colza, et j'ai mesuré la totalité de l'azote qui a été débobiné par ces divers couverts végétaux. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu là ici. Donc très rapidement, les couverts, il y avait des grosses graines, la févrole, il y avait de la minette qu'on avait semé à 2 doses différentes, on voit qu'il n'y a pas de différence, du trèfle blanc qui est le traditionnel couvert en bio semé sous couvert de blé, et puis on avait du trèfle violet également. Et puis cet automne-là, ça a été très 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 favorable. On a eu un automne chaud et très humide, ce qui a favorisé des croissances un peu exponentielles. Et je vous avoue que je n'ai pas réitéré forcément mes 5 tonnes de matière sèche. Souvent, dans les données, c'est 2, 5, 3. Quand on fait 4 tonnes avec un trèfle blanc, on est content. Là, on monte jusqu'à 5 tonnes. Vous voyez que c'est possible, mais ça ne dépend pas que de moi, malheureusement. Et j'ai pas les moyens d'arroser et de faire chaud dans une serre comme on a vu tout à l'heure. Donc, on subit les aléas climatiques. Bon, bref, cette année-là, c'était une très très bonne année. Et vous voyez qu'avec la méthode Merci, on peut sortir un nombre phénoménal d'unités d'azote, mais aussi de pK. On communique pas forcément beaucoup sur pK avec la méthode Merci, mais de rien, quand on est dans des systèmes céréaliers avec légumes de plein champ, l'azote, la potasse, c'est aussi un enjeu majeur. Voilà, donc c'est directement lié à la productivité et on peut sortir effectivement quelques kilos d'azote quand on a une bonne production, une bonne productivité des couverts végétaux. Alors, juste pour la petite histoire, la grosse graine, donc le mélange avec la févrole, c'est celui qui a donné le moins parce qu'en fait, on a eu une mauvaise répartition des graines. Ça, c'est purement mécanique. C'est dû au matériel qui n'a pas réparti les graines comme on voulait. On a fait des poquets et donc il y avait des parties de sol qui n'étaient pas bien couvertes, d'où une difficulté de répartir après les plantes et la productivité s'en est ressentie également. Donc, prenez pas ça comme argent comptant. C'est une référence, un essai dans un contexte. Et puis après, on s'est amusé à faire des prélèvements azotés 0,90 à partir du moment où on a détruit le couvert, donc détruit le couvert au mois d'octobre, au moment de la plantation de l'escourgeon, et on a commencé à faire des petits trous tous les mois. Tous les mois, et puis on a commencé un petit peu à accélérer au 15 avril, entre le 5 avril et le 15 avril, pour voir si la minéralisation accélérait avec la météo. Bon, donc ce que vous voyez là ici, c'est le reliquat net, hein, je vous passe les détails des graphiques, le résultat net pour vous montrer qu'effectivement pendant l'hiver il ne se passe pas grand-chose, c'est-à-dire en décembre, entre novembre et décembre, ça minéralise peu quand on démonte, et puis après ça commence à prendre un petit peu tournure, et puis ça commence à lessiver parce qu'il y a la lame d'eau qui est passée pendant l'hiver, et puis après on a un escourgeon, donc l'idée c'est de vider assez rapide. Pourquoi l'escourgeon? Parce qu'on vide, il a des besoins d'azote très précoces par rapport au blé.
Et donc l'idée c'est de vider au maximum le reliquat et qu'il aille consommer l'azote qui sera minéralisé. Et donc, vous voyez qu'à partir du mois d'avril, l'escourgeon a complètement consommé l'azote. Et puis, on retrouve le dernier diagramme au mois d'août, où on commence effectivement à voir qu'il y a une sous-consommation, enfin une réorganisation potentielle de l'azote, mais bon, qui n'est pas encore très très importante. Mais après, on va voir que ça peut aussi minéraliser, et c'est ce qu'on va voir un petit peu après. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats concrets sur l'escourgeon par rapport à mon témoin qui fait 17 quintaux? Vous avez vu mon escourgeon à gauche, là. Effectivement, sans rien, on n'a rien, ou pas grand-chose, ou tout juste 17 quintaux et des taux de protéines assez faibles. Et puis, on décline là les autres modalités. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant à voir, c'est que, grosso modo, mis à part le trèfle violet, qui est un petit peu inférieur, on expliquera pourquoi rapidement après, eh ben, on a des couverts végétaux qui sont capables d'apporter quand même un peu d'azote. Et j'ai chiffré ça, vous voyez, dans la dernière, avant-dernière colonne, vous avez potentiellement l'azote net valorisé par l'escourgeon, issu des couverts. Donc on arrive à une quarantaine d'unités d'azote qui provient uniquement du couvert. Bon, je passe assez rapidement le reste. Ces résultats-là, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube du CNA, où je suis intervenu pour présenter ces résultats-là. Il y a beaucoup plus de détails. Après l'escourgeon, un colza, puisqu'on a encore de l'azote. L'idée, c'est de valoriser cet azote-là de ces 5 tonnes de matière sèche. Et donc, on a mesuré à travers la productivité de ce qu'on fait habituellement, on mesure des matières sèches de colza à l'entrée de l'hiver. Et vous voyez, vous retrouvez également des tonnages de colza assez intéressants, des kilos assez intéressants, qui en fait correspondent dans le diagramme de droite, la quantité qui est absorbée par le colza en fonction des couverts végétaux. Et là, vous voyez que ça commence un petit peu à sortir beaucoup d'azote, à consommer beaucoup d'azote pour les cultures. Et donc, on arrive à des gains nets d'azote sur des colzas à 50 unités. Donc, la deuxième culture valorise 50 unités d'azote. Et on arrive potentiellement à une centaine d'unités d'azote sur les deux cultures, c'est-à-dire la minéralisation qui part de avril, enfin même ça débobine assez tôt, puisque ça peut démarrer en février. Et puis à l'entrée de l'hiver, on a pendant 10 mois débobiné de l'azote pour des parties assez conséquentes. Ça, c'est ce qui était mesurable et c'est ce que j'ai voulu montrer. Voilà. Donc là, rapidement, autrement présenté, l'escourgeon, lui, il a valorisé une trentaine d'unités d'azote. Le cumul pour le colza, c'est une cinquantaine d'unités d'azote. Et le dernier diagramme, c'est potentiellement le pourcentage, la courbe que vous voyez, c'est le pourcentage d'azote issu de la plante entière. C'est-à-dire que quand mon trèfle blanc débobine son azote, c'est à peu près 50% de l'azote stocké sur pied. C'est ça que ça veut dire. Et un trèfle violet, lui, n'a valorisé que 20% de son azote sur pied. Voilà, c'est ce genre de données qu'on peut produire. Et puis après, moi, ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'est ce qui est assez mal valorisé. J'ai encore combien de temps, Eva? J'ai plus de temps. On reviendra pendant simplement le débat. C'est ce système de courbes là qui les instituts sortent beaucoup de références qu'on valorise. Enfin, je vais parler pour moi personnellement, ma boutique. On valorise assez mal. On est organisme de développement. Normalement, on devrait valoriser ces données qui sont une source très intéressante. Donc ça, c'est un modèle de débobinage de l'azote qui s'appelle le STIX et qui montre, en fonction des C/N et la date de destruction, il est assez corsé à la première lecture, mais on n'a pas forcément beaucoup le temps, mais c'est montrer comment débobine à partir du moment où on démonte et surtout dans le temps. Et ça, c'est intéressant pour faire correspondre les besoins des cultures au débobinage de l'azote.
Et ça, c'est vachement intéressant. Bon, on ne valorise pas assez, malheureusement. C'est pour ça que je voulais en reparler ici. Et une des dernières diapos, c'est l'évolution. Alors, on a parlé de réchauffement, on a parlé de dérèglement climatique. Moi, je parle on a parlé de réchauffement climatique. Moi, je parle de dérèglement climatique. Parce que ce qui marchait il y a encore 25 ans, aujourd'hui, ça devient aléatoire et on rate ces couverts végétaux. C'était l'objet un petit peu, entre autres, de la première partie de ce matin. Et comment on fait pour gagner en efficacité? Donc, on a plusieurs solutions et on travaille à ces solutions, notamment. Et c'est pas nouveau, ça. C'est l'engrais vert Berceau, la méthode Berceau, ça date des années 50. On sème du trèfle ou incarnat dans le blé. Et ça se ressème au cul de la batteuse et ça repousse. Voilà. Qu'est-ce qui a imaginé ça? Qu'est-ce qui a repris ça aujourd'hui? Pas grand monde. Donc il faut valoriser aussi ce que faisaient nos anciens, nos références. C'est là pour ça, c'est là pour montrer le chemin aussi. Vous voyez là ici ce qui a été ressemé au cul de la batteuse, c'est du trèfle incarnat au mois d'août. Qui a énormément redonné, c'était peut-être même au mois de septembre, je suis à peine marseillais, j'exagère un petit peu, c'était au mois de septembre. Seulement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que derrière, la gestion des couverts végétaux et produire de l'azote, c'est beau, mais il y a d'autres choses à gérer, c'est les vivaces. Donc, multiservice, on rentre avec une entrée, l'agriculteur rentre dans une entrée d'un service qui lui est proposé. Le Graal, je connais pas encore... mis à part le projet, mais je ne connais pas encore le Graal du couvert végétaux en agriculture biologique. Et puis, dérèglement climatique, et là c'est ma dernière diapo, dérèglement climatique, c'est il faut faire aussi un peu abstraction de ce qu'on croit savoir, notamment sur les légumineuses et les dates de semis des légumineuses. Moi, la légumineuse, l'idée que j'en avais, c'est il faut de la chaleur pour que ça pousse. Oui, mais ça c'est attendre la chaleur pour que ça pousse. Et donc, au cours de l'hiver, on est organisme de développement, on doit aussi consacrer du temps à la recherche de références. Faire des choses, c'est bien, mais il faut faire les bonnes choses et il faut aller chercher les références là où elles existent. Et une bonne entreprise, elle va consacrer, je crois, c'est 15% de son chiffre d'affaires à l'IRD. Et donc, moi, mes 15%, c'est mon temps. Je passe, aller sur YouTube un hiver, puis aller regarder plein de vidéos. Et là, je tombe sur une vidéo des Canadiens qui sèment des couverts végétaux dans la neige. Et là, je me dis, oh là, Alain, ça me secoue un peu trop. Qu'est-ce qu'ils font là? J'aurais jamais pensé. Voilà. Donc, d'où l'idée de la diapo d'après, c'est-à-dire, j'ai aussi, moi, remixé un peu mes ménages. J'ai fait le remue-ménage et je me suis dit, il faut peut-être faire comme dit Terrinovia. C'est les parcours de rupture, je crois qu'on appelle ça comme ça, les parcours de rupture. Et puis, il faut semer des févroles de printemps en hiver. Bon, là, on va semer des légumineuses, je dirais presque en hiver, ou tout au moins dans des périodes qui lui sont pas propices. Et la légumineuse, elle sait attendre. La première photo, le bas, ça a été semé au mois de février, chez nous en Haute-France. Dans l'eau, dans le froid, et la graine a quand même germé. Vous voyez que ça donne des choses intéressantes. Voilà. Donc c'est simplement, et puis la photo de droite, là, c'est des semis d'automne avec les blés, comme un peu mon trèfle incarnat. Voilà. Merci beaucoup Alain. Et c'est vrai que le froid, c'est une question aussi du dérèglement climatique, le manque de froid pour les céréales, mais aussi pour certains couverts qui sont gélifs, mais qui deviennent plus très gélifs maintenant. Donc on va alterner là dans cette table ronde grande culture vigne, et donc là on a une petite présentation de Laure Gontier de l'IFV sur ses expérimentations en viticulture. Et je te laisse la parole. Ok. Bonjour et merci de m'avoir invité à participer à cette matinée. Oui, donc je suis Laure Gontier, je travaille à l'Institut français de la vigne et du vin et je suis agronome et je travaille sur la gestion durable des sols viticoles et principalement en Occitanie. Donc là, j'ai prévu de vous faire un petit panel d'expérimentations qu'on a menées à l'IFV, en rentrant pas forcément dans le détail de ces expérimentations-là, mais plutôt à montrer qu'on a eu différentes approches et présenter quelques résultats phares. Et en amont, je vais quand même revenir brièvement, parce que ça a beaucoup été présenté déjà, sur les enjeux des couverts végétaux en viticulture, en fait. Donc en viticulture, on a parlé ce matin de services ou de processus écologiques, je crois.
Voilà, moi j'ai choisi en fait de présenter ça plus à travers les enjeux que les couverts végétaux peuvent représenter pour la viticulture. En viticulture, historiquement, les couverts végétaux, ils étaient mis en œuvre sur les interrants. D'abord, c'était plus pour s'éviter le désherbage. Après, ça a été aussi parce qu'ils permettaient de réguler l'expression végétative de la vigne. Ils avaient un impact en fait sur la qualité. Puis après, il y a eu des notions en fait de lutte contre l'érosion qui se sont rajoutées à ça. Voilà, mais là, au fil du temps, on voit qu'ils sont impliqués, dans tout un ensemble d'enjeux qui dépassent en fait le côté juste productivité, avec des aspects en lien avec la régulation de l'eau, le climat et aussi beaucoup la qualité du sol qui devient une préoccupation de plus en plus prégnante en viticulture. Voilà, on pourra en rediscuter, mais le fait est que en fait, ils sont pas mis en œuvre. Ils tendent à se développer, mais il y a quand même, malgré tous les bénéfices qu'ils apportent en viticulture, et je pense peut-être plus largement en culture pérenne, du fait que ces couverts ils sont intercalaires et qu'ils sont présents en même temps que la vigne en fait. Un des freins principaux à leur adoption, c'est quand même le risque de concurrence qu'ils génèrent vis-à-vis de la culture de rente. Puis là, il y a une petite statistique, en fait, c'est que 62% des parcelles conduites en agriculture biologique, dans le vignoble français en viticulture, c'est à peu près le même chiffre quand on est en conventionnel. En fait, elles sont enherbées sur tout ou partie des interrants. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Mais il y a une très très forte disparité régionale et ça peut aller de l'ordre de 20% dans les Pyrénées-Orientales jusqu'à plus de 90% dans le sud-ouest de la France ou en Alsace, donc en lien avec des contraintes climatiques et aussi des contraintes structurelles des vignobles. Voilà, mais là une petite illustration des essais qui sont un peu anciens, mais qui comparaient en fait des parcelles conduites en enherbement, des modalités conduites en enherbement permanent avec des modalités où le sol était nu. Et on a représenté ici en fait l'impact, la modalité enherbée par rapport aux témoins qui étaient désherbés. Dans un type de représentation où on regarde l'impact en termes de rendement et de vigueur, et puis on voit que finalement, dans ces essais qui ont été menés sur 10 ans avec 10 parcelles différentes, on avait quand même 80% des cas où le couvert végétal avait un impact en termes de rendement et de vigueur sur la vie. Donc impact après à moduler en fonction des caractéristiques du couvert, des caractéristiques des sols, etc. et dont l'acceptabilité aussi est à moduler en fonction des objectifs de production. Donc en viticulture, finalement, la chance qu'on a, je pense que c'est un peu dans toutes les filières pareilles, mais c'est que on a quand même un large panel de leviers d'action pour piloter les couverts végétaux, et c'est autant d'options de gestion à choisir, mais qui font qu'on peut trouver peut-être, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, la façon de les piloter pour bénéficier des services sans avoir cette problématique de concurrence. Et donc en fait, il y a un ensemble de choix, ça a été discuté. Alors je vais passer très rapidement, mais là, je vous ai illustré ça par des photos, ça a été présenté par Marion. En fait, il y a un ensemble de choix amont qui sont à faire par les viticulteurs. Et tout d'abord, en termes de répartition spatiale des couverts végétaux, qui vont déterminer leur taux de couverture à la parcelle. Alors moi, j'ai pris j'ai pris là le terme couverts végétaux au sens large, que j'associe aussi au terme enherbement, et qui pour moi regroupe un peu toutes les pratiques de mise en œuvre ou de maintien d'un couvert végétal à la parcelle. Donc en fait, les couverts végétaux, ils sont généralement mis en œuvre sur les interrants, mais on voit que c'est une pratique encore en rupture, mais on peut envisager de les mettre en œuvre aussi sous le rang. Parmi les autres choix qui sont à faire en amont de la mise en œuvre des couverts végétaux, c'est le choix des espèces. Voilà, sachant qu'en viticulture, on peut semer, mais que la flore spontanée, le maintien de la flore spontanée, c'est aussi une voie de maintien d'un couvert végétal. Et après, ça a été aussi discuté ce matin, il y a tout un ensemble d'options de gestion, de choix tactiques à faire, du coup, en cours de saison, quant à la gestion de ces couverts végétaux, et qui vont déterminer, du coup, la durée, la période d'enherbement, via le mode d'entretien, voire de destruction de ces couverts. Voilà, et on va avoir des couverts qui peuvent être mis en œuvre pour des services spécifiques. C'est ce qui a été mentionné ce matin sous le terme d'engrais vert. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, en fait, c'est finalement
de trouver comment concevoir et piloter ces stratégies de gestion des couverts végétaux qui peuvent être très complexes, parce que finalement tous ces choix peuvent amener à des pratiques de couverts végétaux qui peuvent être différentes dans le temps et dans l'espace, à l'échelle même d'une parcelle. Et donc tout l'enjeu, c'est de piloter ces stratégies avec agilité, de manière à s'adapter en fait à la transition agroécologique et au changement climatique. Donc quelques exemples d'expérimentation qu'on a menées à l'IFV. Donc j'ai décidé de présenter avec un fil rouge qui est un peu les différentes approches expérimentales qu'on a pu avoir au fil du temps. Et tout d'abord, en fait, quand une pratique est un peu nouvelle, on a mis en œuvre sur les couverts végétaux un ensemble d'essais plutôt de type factoriel, c'est-à-dire sur des plateformes expérimentales avec des répétitions. Et ce type d'essai, en fait, permet d'explorer une pratique en allant un peu plus loin dans la compréhension fine des processus et en testant, en explorant des processus qu'on ne connaît pas bien. Voilà, et ça permet aussi d'avoir une puissance statistique dans le sens où on peut faire des répétitions, avoir des témoins, etc. Cependant, quelquefois, la limite, c'est qu'on peut avoir un manque de généricité et que l'échelle microparcelle, elle n'est pas adaptée pour traiter toutes les questions et notamment les questions de machinisme et de coût. Mais voilà, mais en fait, avec ces essais factoriels, on a exploré surtout la question de l'impact des couverts végétaux sur le bilan hydrique et azoté de la vigne, de la parcelle de vigne. Donc un premier exemple sur l'impact des engrais verts sur le bilan azoté de la parcelle de vigne. Donc ça rejoint un peu ce qui vient d'être présenté. Où en fait on a comparé un couvert à base de févrole et on a comparé en fait l'impact de différentes modalités de destruction de ce couvert de févrole sur les stocks d'azote minéral dans le sol et leur évolution dans le temps. Voilà, là on a trois modalités, un enherbement naturel, un engrais vert de févrole qui a été broyé et enfoui et le même couvert qui a été simplement roulé. Et on voit qu'un premier résultat qui a été à retenir, c'est que finalement la restitution maximum de l'azote suite à la destruction du couvert, elle se fait plutôt en fin de cycle. Et un deuxième résultat, c'est que cette restitution, elle a tendance à être plus précoce lorsque le couvert est enfoui. Donc en fait, ce type d'essai, on l'a répété sur plusieurs parcelles, sur plusieurs types de sols. Voilà, donc on a multiplié les conditions pour arriver finalement à quelques conclusions un peu plus génériques qui sont des ordres de grandeur, mais qui nous permettent de dire que dans nos conditions sud-ouest, finalement, lorsqu'on met des engrais verts à base de légumineuses, on sait qu'on peut espérer obtenir 2 à 4 tonnes de matière sèche à l'hectare. Donc ça, c'est s'ils étaient implantés sur des parcelles de vignes, en pleine surface en fait. Mais le fait est que dans la pratique, ils sont implantés en général simplement un interrant sur 2. Et donc ça, on sait que ça nous permet de restituer une dizaine à une trentaine d'unités d'azote après la destruction du couvert. Sauf que cette restitution, elle a plutôt lieu en fin de cycle par rapport à la vigne. Et donc, de fait, elle a un impact qui n'est pas forcément significatif sur le rendement, mais plutôt un impact sur la vigueur et sur la teneur en azote assimilable des mous, ce qui a du coup un impact sur la qualité des vins qui est à prendre en compte. Donc voilà, c'est un peu des résultats un peu généraux. Notre type d'exemple sur le bilan hydrique de la parcelle de vigne, donc toujours dans un cadre d'expérimentation assez maîtrisé, en plateforme expérimentale, où là on est sur des couverts de type pérenne en fait, et où on va explorer finalement l'intérêt de semer des légumineuses pour réguler la concurrence azotée du couvert vis-à-vis de la vigne. Donc 3 modalités où on va comparer un sol nu, un semis de trèfle blanc ou un enherbement qui est basé sur la flore spontanée. Et puis en fait, l'intérêt d'avoir des plateformes expérimentales, c'est qu'on peut instrumenter. Donc là, on a des sondes, des tensiomètres qui nous permettent de voir du coup la tension de l'eau dans le sol. Et puis finalement, on voit là sur l'année 2024, si on a une différence qui est logique entre le sol nu et le sol enherbé, on n'a pas tant de différence à 25 cm entre les modalités d'enherbement. Cependant, si on s'intéresse à ce qui se passe un peu plus en profondeur,
On voit que l'enherbement à base de trèfle a tendance à consommer plus d'eau que l'enherbement spontané. Et donc, du coup, ça nous pose des questions sur la pertinence de ce type d'option, parce que finalement, on a des bénéfices au niveau de la régulation de la concurrence azotée, mais on a une problématique de régulation de la contrainte hydrique. Voilà, mais ce que je vous disais, c'est que finalement, ces essais factoriels, ils sont hyper intéressants parce qu'ils nous permettent d'acquérir plein de références et en les multipliant, on peut avoir des ordres de grandeur. Mais quand une pratique, elle est nouvelle, il y a des questionnements techniques en termes d'organisation du travail ou de machinisme et des questionnements économiques qu'on peut pas aborder dans le cadre de ces essais-là. Donc, notre type d'expérimentation qu'on a mis en place, c'est via la mise en œuvre de démonstrateurs ou de sites vitrines. Et là, je vais vous présenter l'exemple d'un projet en suivant. Mais en fait, où on travaille à l'échelle de la parcelle. Et on peut prendre en compte là la mécanisation, on peut faire des enregistrements de temps de travaux réalistes, regarder ce qui se passe en termes d'interaction entre les opérations. Et voilà, la limite, c'est d'avoir le financement du matériel agricole. Donc là, c'est l'exemple du projet Zéro Herbivity. Donc il y a un projet qui date un peu, mais qui est intéressant à mon sens parce que l'approche était un peu originale et qui était centrée en fait sur l'étude de la faisabilité de l'enherbement sous le rang. Donc l'enherbement sous le rang, on l'avait étudié auparavant en microparcelles, on avait un peu cerné ses limites en termes agronomiques, mais comme c'est une pratique très très nouvelle et très très en rupture. Pour tester sa transférabilité réelle au niveau socio-économique, on était obligé de passer à l'échelle de la parcelle. Donc on a travaillé sur un réseau de 7 sites pilotes sur le bassin versant à Dour-Garonne. Et en fait, là l'intérêt c'était qu'on a eu un financement spécifique dédié pour que chacun de ces sites pilotes puisse s'équiper en termes de matériel adapté pour gérer l'enherbement sous le rang. Ce type d'étude, on ne pouvait pas le faire chez des viticulteurs qui étaient déjà en production parce qu'en fait, c'était tellement innovant que ce matériel-là, il n'était pas disponible déjà chez les viticulteurs. Et en fait, l'intérêt de ces sites pilotes, l'intérêt, c'est que c'est aussi des sites vitrines qui peuvent servir pour la démonstration une fois qu'ils sont équipés. Et là, en fait, on a pu travailler dans une transdisciplinarité avec des partenaires qui ont été en charge d'une étude socio-économique. Donc, on a travaillé avec l'école d'ingénieurs de Purpan sur les aspects économiques et avec le CERTOP sur les aspects d'évaluation sociale, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est que il y a eu pas mal, donc je vais pas rentrer dans le détail de tous les résultats, mais on a pu tirer pas mal d'enseignements en fait de ce type d'approche. Déjà en fait, on a eu une approche territoriale. Donc chacun de ces 7 sites entre du sud-ouest, quand on va de la Gascogne vers Cognac en passant par Bordeaux, on est vraiment dans des conditions de production très différentes en fait. Et donc un des premiers enseignements, c'est que chacun a dû s'approprier la pratique de l'enherbement sous le rang dans une stratégie qui lui était propre. Et de fait, adapter le matériel en conséquence. Et donc là, on voit sur les photos qu'il y a vraiment différentes options qui ont été prises avec des systèmes pour gérer la flore sous le rang, des tondeuses dans un cas avec un mât déporté ou dans un autre cas avec des satellites. Et ça, c'était vraiment en lien avec la stratégie globale de couverture végétale à la parcelle qui incluait aussi ce qu'on faisait dans les interrangs. Donc une adaptation de la stratégie du matériel en fait qui est importante à faire en adéquation avec le choix de la stratégie qui est faite dans le temps et dans l'espace et à une échelle pluriannuelle. Et en fait on a pu aussi avoir une approche un peu plus filière. Finalement, dont on s'est rendu compte, c'est que l'acceptabilité de l'innovation, elle était très dépendante dans chacun des vignobles, dans chacun de nos 7 sites pilotes, en fonction en fait à la fois des contraintes pédoclimatiques, mais aussi des contraintes de production locale. Ça nous a permis, l'étude socio en fait nous a permis d'identifier des freins, des leviers, et aussi de voir en fait qu'il y avait autre chose au-delà en fait de juste des contraintes agronomiques réelles, mais aussi des fois des idées reçues qui étaient bloquants. Par exemple, il y avait certains territoires où le fait de semer était pas du tout une option. Enfin, voilà, où l'enherbement, ça devait être basé sur la flore spontanée. Et à contrario, d'autres territoires, notamment le vignoble de Cahors, où le couvert végétal ne pouvait être que semé.
Et ça, c'était voilà. Et d'autres choses aussi qui sont apparues au niveau du transfert. Et c'était tout l'intérêt de la transdisciplinarité, c'est de voir que finalement les acteurs que nous on préidentifiés comme des acteurs du développement clés n'étaient pas forcément dans certains territoires ceux qui avaient le plus d'impact sur les choix des viticulteurs, et notamment dans des territoires où la coopération en fait est très très prégnante. Finalement, la communication auprès des viticulteurs directement avait moins de poids que la communication auprès des techniciens de caves coopératives, par exemple. Voilà, donc une dernière façon d'expérimenter. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on appelle l'approche système et qui tend à se développer depuis une quinzaine d'années et qui peut être faite en plateforme expérimentale, mais aussi, et c'est le choix qu'on a fait dans un projet que je vais vous présenter, qui peut être mis en œuvre sur des réseaux de parcelles en production. Et donc là, l'objectif, c'est d'être au plus près des innovations techniques, de réussir à capter toute la variabilité environnementale, agronomique des systèmes de production, mais aussi de pouvoir bénéficier d'un historique dans la transition agroécologique. Parce que c'est vrai que quand on est sur des sites expérimentaux, que ce soit des parcelles vitrines ou des micro-parcelles, en fait, on arrive et puis on met en place un changement, et puis après, il faut du temps pour voir les impacts de ce changement-là. Alors quand on travaille sur des parcelles en production, l'intérêt, c'est d'arriver et d'avoir déjà des vignerons qui ont expérimenté depuis plusieurs années et de passer un peu cette étape de transition. Après, la difficulté dans ce type d'approche-là, c'est du coup de savoir comment interpréter les résultats, parce qu'on a souvent beaucoup de facteurs confondants. C'est quand on travaille avec des agriculteurs ou des viticulteurs qui puissent s'engager dans la durée. Et aussi, en fait, c'est quand on est sur ces approches-là, l'idée, c'est d'évaluer un itinéraire dans son ensemble. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'avec les problématiques de changement climatique, notamment, on a une forte variabilité de plus en plus dans le temps des itinéraires techniques, avec des changements de pratiques qui peuvent être mis en œuvre d'une année à l'autre, et notamment dans tout ce qui est en lien avec la gestion des couverts végétaux. Et dans ce cas-là, c'est dur en fait de tirer des conclusions quant à un itinéraire en fait. Finalement, qu'est-ce que l'itinéraire? Donc là, c'est l'objet du dernier projet que je vais vous présenter, qui est le projet Vie vers Sol, et qui vient de démarrer. Donc c'est un projet qui est financé par l'Office français de la biodiversité et qui vise à identifier et transférer des stratégies de gestion des couverts végétaux pour améliorer la qualité écologique des sols. Et là, dans la qualité écologique des sols, on met tout ce qui est biodiversité et statut organique du sol. Donc en fait, ce projet il est mené sur 2 territoires ateliers en Occitanie, donc en lien avec 2 collectifs de vignerons qui sont engagés dans la transition agroécologique depuis plusieurs années. Donc dans le Tarn, le groupe Défi Gaillacois, et le GI2E, les couvreurs de vignes dans les Pyrénées-Orientales. Et en fait, on a une capacité d'échantillonner 60 sols sur les aspects biodiversité et statut organique du sol. Et on va aller rechercher les bonnes parcelles finalement à échantillonner pour répondre à 3 questions qu'on a ciblées avec ces collectifs de vignerons-là. C'est-à-dire qui sont en lien en fait avec l'impact de la répartition spatio-temporelle des couverts sur la biodiversité et le statut organique du sol, mais aussi l'impact de la composition floristique des couverts en mettant en opposition un petit peu flore spontanée versus semis, et enfin l'impact des modalités de destruction des couverts. Donc tout ça avec vraiment une optique sol qui n'a pas été prise en compte jusqu'à maintenant. Donc j'espère que je n'ai pas été trop longue, mais juste je termine sur les perspectives. Donc peut-être quelques idées de choses à creuser encore. C'est de continuer sur l'approche multiservice avec l'idée de trouver des compromis entre services, mais aussi en viticulture, il y a tout un tas de services qu'on n'a pas encore vraiment explorés, notamment tout ce qui est en lien avec la régulation des maladies ou des bioagresseurs. Que là j'ai présenté différentes approches qu'on a eu à l'IAV, mais que l'idée c'était pas de les opposer, mais dire qu'elles étaient complémentaires et qu'il faut continuer à combiner les méthodes en fait. Que la transdisciplinarité, c'est quelque chose qui est important, mais effectivement très difficile à mettre en œuvre, et que au-delà de compétences socio-économiques, j'avais ciblé aussi peut-être des compétences aussi qui nous manquaient sur les aspects d'écologie végétale pour explorer en fait la question des couverts spontanés un peu plus dans le détail, des interactions entre les communautés d'espèces en lien avec les pratiques et les itinéraires. Qu'il y a un besoin quand même d'aller vers des outils d'aide à la décision pour aider au pilotage, et ça c'est plus une demande, je pense, de la part des professionnels. Et qu'en parallèle de la recherche, c'est toujours important qu'il y ait des projets de démultiplication
Et Laetitia avait présenté un projet ce matin, mais je fais de la pub un petit peu pour le projet Adoptae qui se termine. Je rentrerai pas dans le détail, mais qui visait en fait à mettre à disposition des viticulteurs, mais aussi d'agriculteurs en grande culture, des livrables pour aider à la gestion et à la mise en œuvre des couverts. Et il y a une journée de clôture avec la présentation des résultats du projet qui aura lieu le 18 décembre à Bordeaux, mais aussi pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, un webinaire qui synthétisera aussi les livrables du projet le 4 décembre en ligne. Ce jeudi. Merci beaucoup pour cette présentation. On va rester dans le secteur sud-ouest et avec le projet Graal qui a été évoqué ce matin par Olivier, qui a été mentionné aussi par Alain. Et voilà, on va voir dans quelle mesure c'est le Graal. C'est pour ça que j'ai mis un petit point d'interrogation et un point d'exclamation. La question, c'est est-ce qu'on doit y aller effectivement vers ces pratiques? Brièvement, donc Régis Elias, je suis ingénieur régional chez Arvalis, dans le sud-ouest, à Montance. Voilà. Donc, je ne vais pas passer trop de temps sur le concept, mais l'idée de spatialiser les espèces dans l'espace et de pouvoir intervenir sur l'une sans toucher à l'autre, c'est un petit peu le concept de voilà, c'est peut-être un petit peu mieux de ce qui a été présenté un petit peu ce matin par Olivier. Donc je vais pas y revenir. Les préalables, c'est d'abord une faucheuse, c'est du matériel. Et aujourd'hui, et ça sera peut-être partie de ma conclusion, c'est de dire, d'un point de vue agronomique, cette pratique est extrêmement puissante. En revanche, ça c'est le point d'exclamation. Mais en revanche, il y a aussi le point d'interrogation, c'est comment on rend cette pratique suffisamment plug and play pour que ça soit utilisable facilement par les producteurs. Et ça, c'est le frein majeur aujourd'hui, qui nécessite des machines de fauche ou de broyage interligne performantes, parce que c'est le moyen de contrôler le couvert et d'éviter la concurrence par rapport aux espèces qu'on cultive, qu'on récolte. C'est un autoguidage réglé à la perfection. Pour être clair, aujourd'hui, c'est des tracteurs qui sont vendus chez les agriculteurs avec des systèmes de guidage affichés avec des valeurs de centimétriques de 2-3 cm. Je vais être clair, c'est du vent. Voilà, c'est-à-dire que 9 tracteurs sur 10 aujourd'hui vendus, 9 équipés d'usines, ont des précisions qui sont plus proches de 7 à 10 cm en moyenne, sachant que lorsqu'on les reparamètre, on arrive effectivement à la précision annoncée centimétrique, mais ça nécessite un réglage tracteur par tracteur. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut sortir instantanément d'usine. Et puis ça demande aussi un savoir-faire de l'agriculteur, une rigueur importante qui allie à la fois les agroéquipements, qui allie le guidage et puis aussi le choix des espèces et des variétés qu'on associe pour ce système-là. Et puis des plantes adaptées. Voilà. La sélection, on en a parlé un petit peu, c'était la question de Quentin ce matin. Donc il y a des travaux là-dessus aujourd'hui. J'évoquerai simplement le projet Bibi So Cool qui tente à sélectionner des variétés de luzerne adaptées pour être co-cultivées avec du blé dur. Ça s'est fait à Gréoux. Et puis l'inverse qui est fait à Montance, justement, où on fait de la sélection de variétés de blé dur dans de la luzerne. Ce qui pose plein de soucis aux sélectionneurs parce qu'ils sont habitués à des schémas de sélection traditionnels. Et quand on associe des cultures, le schéma de sélection il tombe à l'eau et il faut réinventer un nouveau schéma de sélection adapté à ce concept-là. Donc sur les équipements, en fait au départ, Graal c'est parti, c'est bien avant Graal, ça a commencé en 2016 où on taillait la luzerne avec des ciseaux. Mais aujourd'hui vous avez 3 constructeurs qui proposent des machines de fauche interligne. Donc c'est que ça intéresse. Il y a des constructeurs aussi qui ont des plans dans les tiroirs, mais qui ne sortent pas de machines parce que il n'y a pas de marché encore suffisamment développé et donc on peut les comprendre. Mais en tout cas,
il y a une offre sur le marché de ces machines. Elles sont toutes perfectibles, mais il fallait bien démarrer de quelque chose. Donc ça, c'est quelque part, c'est presque un appel au pouvoir public en disant l'agronomie dans l'histoire, c'est plutôt presque le plus simple. Par contre, le plug and play, c'est le plus compliqué et ça nécessite peut-être des moyens pour expérimenter tout ça, améliorer la pratique pour la rendre accessible aux producteurs. Donc, on parlait aussi du guidage satellitaire, donc c'est pour moi un point extrêmement important. Hein. Je vous disais que c'était un peu du vent. Hein. Le paramétrage de la console de guidage RTK, ça doit être soigné. On n'a pas d'équipement aujourd'hui pour bien paramétrer un tracteur GPS. Et les constructeurs ne donnent pas forcément les outils aux concessionnaires pour bien paramétrer les tracteurs. Et quand l'agriculteur n'a pas forcément les moyens de contrôler la précision qu'il a à son tracteur, ben en fait, tout le monde est dans le flou. Mais quand on s'approche de techniques qui nécessitent une haute précision, on se rend compte finalement que l'imprécision amène des inconvénients et qui peut être aussi un frein au développement de pratiques innovantes. Et puis il y a aussi tout ce que la liaison tracteur-outil. Il y a beaucoup d'interférences qui peuvent se produire entre la machine de fauche, le semoir, le tracteur. Tout ça, c'est à maîtriser. Et ça, c'est encore une fois, c'est pas forcément facilement accessible et contrôlable par un producteur. Si je cumule les erreurs de construction des machines, la liaison, les jeux de construction, et plein d'autres choses, en fait, on se rend compte que c'est une pratique qui, sur le papier, a beaucoup d'avantages, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais que les contraintes techniques aujourd'hui font que c'est pas facile à mettre en œuvre. On demande aussi des plantes qui restent en ligne, parce qu'une plante qui reste en ligne, c'est d'abord une position GPS qu'on maîtrise, et on va s'interdire toutes les espèces traçantes qui vont empêcher finalement, ou qui vont sortir de leur ligne de géoréférencement pour être plus difficile à contrôler. Donc on va plutôt chercher Aujourd'hui, pour moi, c'est la luzerne qui semble l'espèce la plus adaptée, parce que c'est l'espèce qui a une meilleure pérennité, qui couvre rapidement le sol, et puis qui a une croissance estivale la plus forte comparée à d'autres espèces. Et ça, je parle de la luzerne pour les cultures d'hiver. On pourrait imaginer le même système pour des cultures d'été, mais par contre, on ne pourrait pas avoir les mêmes espèces de couverts. Je pense par exemple au sainfoin, qui a des productions de biomasse aussi importantes que la luzerne. En revanche, le cycle de développement de ces deux espèces est presque opposé. Et donc, autant le sainfoin qui a une croissance printanière forte et une absence de croissance l'été, pour être adapté pour les cultures d'été, et à l'inverse, la luzerne qui a une forte croissance l'été est plus adaptée pour les cultures d'hiver. Donc, les constructeurs de solutions GPS doivent progresser sur ce qu'ils affirment. Ça me paraît une grande importance pour qu'on puisse développer des solutions qui apportent les multiservices qu'on a tant découverts. Et j'adhère complètement à toute la description des services qui a été faite ce matin. J'ai toutes retrouvées dans cette pratique. Et donc, le souci aujourd'hui, c'est comment on fait pour revenir au même endroit, de façon précise. Quand on parle de tracteurs qui font des lignes droites, ça n'existe pas. C'est que des zigzags, mais l'idée, c'est de maîtriser le zigzag. Et donc, si je fais un zigzag entre ligne AB de 2 cm, et que je reviens quelques mois suivants pour intervenir par exemple sur le fauchage interligne, et bien si j'ai des fauchages qui ont aussi une précision de 2 cm, mais qui sont le zigzag pas dans le même sens, et bien en fait j'ai une erreur de 4 cm. C'est tout bête à dire, mais il fallait juste y penser.
Et donc, en fait, quand vous avez des lignes qui sont espacées de 30 et une lame de 16 ou 17 cm, en fait, l'erreur est vite arrivée. Et donc, on y arrive à condition de respecter toute la chaîne logistique et technique pour arriver à cette précision. Alors maintenant, quelques résultats de l'essai Graal rapidement, hein. Donc, en fait, vous avez à l'écran les composantes du rendement sur la modalité, exprimées en pourcentage par rapport à la modalité sans couvert, sur différentes composantes de rendement, hein. On ne va pas toutes les détailler, mais on a globalement une perte de densité à la levée lorsqu'on sème du blé dans nos couverts. Hein, c'est la premier slot de barre à gauche. Si je regarde le nombre de grains par épi, là en fait, comme on a un petit peu moins d'épis, on compense par un nombre de grains plus important par épi. Sur le poids de 1000 grains, on a des choses qui sont similaires. Il n'y a pas d'écart significatif sur la taille du grain. On fait des grains de même taille. En revanche, sur le rendement, alors ça c'est en deuxième année, on n'a pas d'écart significatif entre les rendements, quelle que soit l'espèce de couvert. Donc vous avez des luzernes, deux variétés de luzernes, vous avez un couvert de Saint-Foin, de trèfle violet, et puis par rapport au sol nul, voilà, vous n'avez pas d'écart. En revanche, on a un gain de teneur en protéines systématique chaque année. Si on regarde les aspects adventices, en fait, vous avez en nombre de plantes par mètre carré l'effet assez significatif des couverts sur leur capacité à maîtriser les adventices. Alors, si on rentre dans le détail, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que les adventices, c'est un terme un peu générique. Dans l'essai, on a été très efficace sur la gestion du chardon. C'est-à-dire qu'on a complètement maîtrisé le chardon sans travail du sol en bio. Voilà. J'en dirais pas autant sur d'autres adventices. C'est-à-dire que par exemple alors tu as parlé de vivace, c'est une vivace, on l'a maîtrisée. Par contre, on a beaucoup moins maîtrisé le chien-dent. Et puis la flore évolue dans le temps. En fait, plus on rapporte de l'azote dans le système par les légumineuses, mais en fait, on voit qu'on a des espèces nitrophiles qui apparaissent au fil des années qu'on n'avait pas forcément au départ. Donc ça, c'est aussi un élément important, c'est-à-dire que quand on parle de maîtrise adventice, cette maîtrise des adventices évolue dans le temps et sur un pas de temps relativement court. Là, on est sur 4 ans et on n'avait pas de régras au départ. Aujourd'hui, on a plus de régras parce qu'on a inséré un petit peu plus d'azote dans le système, mais on va y revenir. Sur les rendements 2025, vous voyez que on a une barre très très forte, très élevée sur la droite. En fait, on a fait la chose suivante, c'est que dans les bordures, on a détruit notre luzerne et on a semé du blé. Et vous avez le rendement du blé qui est à 34 quintaux, alors qu'ailleurs, on était plutôt à 12-13 quintaux. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 3 le rendement avec l'effet retournement de la luzerne. Donc, c'est des choses à intégrer dans le système économique. C'est est-ce qu'il faut garder la luzerne dans 3 ans, 2 ans, pour optimiser la performance de notre couvert. Si je regarde, alors ça je vais passer assez vite, vous avez les biomasses d'orge et de blé par couvert. Vous voyez qu'il y a très peu d'écart, par exemple sur les biomasses au 25 juin sur blé, hein, il n'y a pas d'écart significatif, y compris avec le sol nu, parce que le sol nu, lui, il a des adventices, donc les adventices sont aussi comptabilisés dans la biomasse. Et là, c'est intéressant de regarder un petit peu ce graphique-là. Donc, vous avez les cumuls de matière sèche depuis l'implantation des couverts. On a accumulé à peu près 16 tonnes de matière sèche en 3 ans sur la partie aérienne, plus 8 tonnes de matière sèche par hectare de racines sur 0,60 cm. Donc, en termes de bilan carbone, on doit faire l'exercice début janvier, là, pour voir quel effet on a sur le stockage de carbone et sur les aspects matière organique. Mais des systèmes qui restituent autant de matière sèche sur un pas de temps aussi court, je pense que c'est pas si courant. En revanche, si je vais vous tromper, je regarde un petit peu le graphique de droite. Vous regardez qu'en cumulé, on a 500 kg d'azote par hectare. Donc ça, si je veux être très vendeur, je montre ce graphique, mais ça, c'est un leurre.
C'est-à-dire que c'est faux. Alors c'est vrai parce que ce sont les chiffres qu'on a mesurés, mais il ne faut pas estimer qu'on a restitué 500 kg d'azote par hectare parce qu'on ne les retrouve nulle part. C'est-à-dire qu'on ne les retrouve pas dans l'excavation, on ne les retrouve pas dans la culture de blé, on les retrouve nulle part. Donc l'hypothèse qu'on a, et ça demande aussi des travaux de recherche, c'est que le cycle de l'azote, on ne le maîtrise pas complètement, et que l'hypothèse qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a de l'azote qui tourne en boucle. C'est-à-dire que l'azote qu'on restitue par la biomasse fauchée, eh bien, en fait, il est restitué au sol, réabsorbé par la luzerne, qui est aussi un piège à nitrate, entre guillemets. Et donc, à chaque fois que je fais une fauche et que je restitue de la biomasse, ben, en fait, c'est peut-être des molécules d'azote que j'ai déjà comptées sur mes fauches précédentes. Donc, j'ai de l'azote qui tourne en boucle. Et donc, quand je fais le cumul, ben, je vois des chiffres extraordinaires. Donc, ça, c'est très vendeur. Mais d'un point de vue agronomique, c'est pas tout à fait comme ça. Et pour mesurer cet aspect tournage en boucle de l'azote dans le système, ben, ça demande des dispositifs expérimentaux extrêmement lourds, avec de l'azote marqué, et qu'on ne sait pas bien faire aujourd'hui, franchement. Enfin, ça serait une belle question de recherche. On a regardé aussi récemment tout ce qui est la colonisation racinaire, avec, en comparaison du sol nu, vous voyez qu'on a finalement, en colonisation racinaire, on n'a pas tellement d'écart entre le sol avec des couverts et les sols sans couverts. Le sol est exploité à peu près de la même manière. Alors, il y a eu des questions tout à l'heure, enfin des présentations sur l'eau. Donc, nous, on a eu la surprise on a posé les tensiomètres dans nos couverts. Donc, vous avez sur le graphique de gauche des mesures de tensiomètre, de tension du sol avec 3 batteries de tensiomètres qui ont été installées. Et puis la même chose, le même dispositif sur la partie sol nu. Et vous regarderez que lorsqu'on a un couvert végétal, finalement, la tension d'eau est plus faible lorsqu'on a un couvert que lorsqu'on n'en a pas. Concrètement, le sol est plus humide au printemps lorsqu'il y a un couvert que lorsqu'il n'y en a pas. En revanche, c'est l'inverse en période estivale. C'est-à-dire que comme on a une forte croissance de la luzerne pendant l'été, ben en fait, la partie avec luzerne, ça sèche plus que la partie avec la culture. Donc voilà, c'est jamais blanc ou noir, il y a toujours des choses il faut préciser un petit peu les détails. Et puis ce que je vous disais, alors c'est des choses c'est des résultats qui ont été acquis sur le site du Magnereau en Charente, où on a mesuré sur un dispositif avec des cases symétriques la lixiviation. Alors ce sont des valeurs qui sont relativement faibles et qui sont somme toute réelles. On a en gros 2 fois moins d'excavation d'azote lorsqu'on a en présence d'un couvert de luzerne que avec la même culture en sol nu. Mais encore une fois, c'était sur des teneurs en azote très 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 faibles. Et puis dernier élément, on a regardé un petit peu la mycorhisation des racines de blé. Donc c'est un petit travail qui a été fait avec l'Institut Agro-Montpellier et Clara Voirie, qui a mesuré le taux de colonisation des racines par les mycorhizes avec ou sans couvert. Et globalement, vous avez 3 fois plus de racines colonisées par les mycorhizes en présence de couvert que sans couvert. Et puis on a regardé plein d'autres choses, et ça, on n'a pas encore tout traité les résultats, mais je vous invite à participer au colloque de restitution du projet Graal, qui sera le 24 mars à Maillot, à Porte-Maillot à Paris. Voilà. Donc vous pouvez noter dans vos agendas si vous êtes intéressé. Merci de votre attention. Merci Régis. Et donc on n'a pas beaucoup de temps qui reste pour quelques questions, mais on va quand même ouvrir la parole à la salle. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Pas de questions. Tout le monde a faim en fait. Ah.
Bonjour, oui, Hubert Defranc Consulting, et je viens de la mécanisation, et on se connaît un peu avec Régis. Ce qui m'est intéressé aussi, c'est que je pense qu'il y a du travail à faire pour améliorer la stabilité naturelle de l'équipement, pour compléter le travail de précision de l'ensemble. Voilà ce que je voulais juste commenter, quoi. Je partage complètement. Mais quelque part, la question c'est est-ce que c'est du registre de l'agriculteur ou de l'agroéquipementier? Et donc, j'ai envie de dire, mais que font les agroéquipementiers? Enguerrand a une question aussi. Et il y a aussi Anne Glandier derrière. Et puis, C'était une petite question rapide pour Régis, là encore. En fait, sur le bilan qui n'était pas bouclé, j'avais un peu réfléchi. Je me disais, est-ce que sur la partie N2O, vous avez fait quelques mesures ou vous envisagez d'en faire? Parce que ça peut être aussi des émissions liées au fait que, notamment, le sol est peut-être plus dense et donc ça favorise un peu plus les émissions de N2O. Alors, on a fait des mesures récemment de densité apparente. On n'a pas encore tous les résultats, mais ça sera présenté au séminaire du 24 mars. Alors, la mesure d'émissions de gaz à effet de serre dans ce système-là est très compliquée. C'est-à-dire qu'on a à la fois des espèces pérennes avec une espèce annuelle et le dispositif que je connais pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre, c'est pas si simple que ça. Et je sais pas comment on peut l'adapter aujourd'hui à ce système-là où on cumule à la fois des fauches, ça fait des interventions mécaniques, ou alors il faudrait revenir à des interventions manuelles pour maîtriser le couvert, pour pouvoir faire ce genre de mesures. Mais pourquoi pas? Alors, on va utiliser la modélisation pour faire un bilan carbone des effets découverts dans le projet Graal. Mais ça sera aujourd'hui que de la modélisation et pas de la mesure, quoi. Avec toute l'incertitude qui va avec, parce qu'on est dans un schéma un peu différent de toute l'acquisition de référence qui a été faite par le passé. merci. Et Anne répond, question courte. Et Oui, question courte. Donc, Anne Glandière de la Chambre d'agriculture Occitanie. En fait, c'était par rapport, notamment dans les zones de grande culture où on a du mal à développer justement ces couverts végétaux parce que ça cultive des services mais qui sont pas forcément rémunérateurs. Je voulais savoir si vous aviez produit des références aussi au niveau économique, quoi, par rapport à ces couverts. Dans Graal? C'est pour moi la question. Alors, je vais répondre pour Graal vite fait. Lorsqu'on a débuté cette pratique, où on a fait des fauches manuelles, on avait une très très bonne maîtrise du couvert parce que, en gros, on coupait 100% des tiges. On avait des performances agronomiques bien au-delà de ce qu'on a aujourd'hui avec les équipements, les faucheuses qu'on a et le guidage. Voilà. Et c'est pour ça que retrouver de la performance dans le système, c'est d'abord d'avoir des équipements adaptés à cette pratique qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Enfin, ils existent, je vous ai montré les photos, mais c'est pas suffisamment performant pour dire à un agriculteur, allez-y sans risque. Demain matin. Voilà. Même s'il y a des gens qui s'y ont lancés, hein, voilà, j'en connais, mais de là à généraliser, on n'en est pas là. Mais ça n'enlève pas l'intérêt de la pratique. C'est plus une question grande culture, non? Je peux répondre pour la viticulture, ouais. On a alors acquérir des références économiques, on y travaille. Après, il y a le coût. Enfin, là, en viticulture, il y a ce qui est difficile à évaluer, c'est finalement l'impact sur le rendement. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive assez bien à évaluer le coût de la mise en œuvre de la pratique. Voilà. Mais on a du mal en fait à aller jusqu'au bout
de la chaîne, parce qu'en fait, il faudrait évaluer aussi l'impact de la potentielle réduction de rendement, et surtout voir en fonction de la façon dont le produit final est valorisé, finalement, l'acceptabilité de ça qui va être très différente de si on est en AOP, en IGP, etc. Voilà, donc ce qui complexifie en fait pas mal l'évaluation économique. Alors, concernant les grandes cultures, tu as vu quelques chiffres. C'est vrai que je ne suis pas allé très très loin. Il faudrait aussi inclure des charges de mécanisation sûrement dedans, hein. Donc c'est un travail a posteriori qu'on peut faire. Et notamment aussi le fait qu'on valorise, on raisonne beaucoup sur l'azote, mais comme j'ai dit, des couverts, c'est aussi de la potasse et du phosphore, et qui a aussi un coût. Et donc, c'est une piste que j'ai pas forcément creusée parce que l'incidence directe et la réponse directe d'un couvert végétal à base de légumineuses, ça répond tout de suite, ça parle tout de suite à l'agriculteur. Et on est dans une phase de développement où on veut aussi améliorer des choses et on prend par un cadre ou une entrée, mais sachant qu'effectivement, après, lui, ce qu'il voit, c'est ce que je gagne ou ce que je perds, ou au moins les avantages et les bénéfices de ce travail sur les couverts végétaux. Et donc, c'est vrai que pour ma part, moi, je n'ai pas encore beaucoup valorisé ce travail de référence économique, mais toutes les données existent. C'est vrai que ça peut faire l'objet d'un travail supplémentaire. Ça, là-dessus, c'est clair. Ouais. C'est d'autant plus simple que c'est sur une culture 1 an. Donc, bon, c'est peut-être moins compliqué qu'en pérenne. Je rajoute juste un tout petit mot, c'est que effectivement il y a le côté économique qui est très important pour un agriculteur. Et en fait, dans les couverts, il y a tout un tas de services où économiquement c'est très difficile à quantifier. Donc effectivement, on peut accepter une baisse de rendement. Enfin, là, dans les essais que j'ai présentés, on restait dans une gamme tout à fait acceptable malgré la baisse de rendement. Mais parfois, c'est compensé par d'autres services qui économiquement sont très, très difficilement quantifiables. Donc, je sais que, j'entends tout à fait que c'est difficile encore une fois. Merci beaucoup pour ces réponses, ces présentations. Malheureusement, c'est vrai que le temps nous presse et je vais inviter Raphaël Lebeau, directeur de l'ITAB, à conclure cette matinée très riche en enseignement. C'est vrai que par rapport à la production des références, moi, ce qui me vient à l'esprit quand même dans votre présentation, c'est la question de la transposabilité dans les expérimentations, dans la production des références, et finalement l'importance aussi de la variabilité plus que des références elles-mêmes, en fait. Savoir les situer et vraiment appréhender le degré de robustesse de ces productions, en fait. Voilà. Merci. Ah, Ok. attends, c'est bon. attends, parce qu'elles sont... T'embête pas. prendre la clé. Non, mais t'embête pas. Je vais le faire comme ça. Je vais faire quelque chose de plutôt rapide, du coup, comme tout le monde a fait, je pense. Je voulais en fait surtout remercier. J'avais préparé une conclusion autour des questions de diversité, diversité des acteurs en présence aujourd'hui, des enjeux, des services, des territoires, des contextes pédoclimatiques où se jouent en fait ces enjeux autour des couverts. On doit les adapter à chaque fois, à chaque pratique. Ce que je vous propose, c'est de faire court, de remercier donc les intervenants pour la qualité de leurs travaux, de remercier les équipes de l'ITAB et de l'ACTA et des instituts techniques sur l'organisation de la journée. De rappeler aussi que c'est une journée du coup qui s'est structurée dans le cadre du programme Synergie Bio-Non-Bio et du coup dans une des premières productions qui ont été produites sur des inventaires sur les couverts végétaux qui ont été présentés tout à l'heure sur GECO, je crois. D'autres éléments qui ont la production de la plaquette sur les couverts végétaux. Et donc aujourd'hui, ce séminaire de travail et cet après-midi des ateliers qui vont permettre de compléter un peu tous ces éléments et ces productions, avec l'ambition derrière de pouvoir produire des actes dans le début d'année qui seront enrichis par les synthèses des ateliers. Et du coup, cette réunion ce séminaire qui est aujourd'hui enregistré et qui sera diffusé en ligne pour permettre au réseau de développement agricole, aux conseillers et aux agriculteurs de pouvoir s'informer